Alors, après cette petite pause musicale que nous a offert Jean-Bruno Chantrenne et que nous remercions vivement, je vous propose de poursuivre cette journée internationale de la médiation professionnelle qui a, je vous le rappelle, pour thématique l'individu et la société, comment bien vivre ensemble avec ces différences. Nous avons organisé donc ensuite un débat où nous avons deux invités que nous remercions pour leur présence. Alors, le premier invité est Anda Johanna. Donc, bonjour. Anda est enseignant et chercheur en management interculturel au sein de l'équipe gestion et société qui a été donc mis en place par Philippe Diribarne. Depuis 2003, le terrain de recherche de Anda est principalement l'Indonésie. Il est ingénieur de formation. Il a auparavant travaillé durant 23 ans en entreprise, dont 6 ans en tant qu'expatrié pour le groupe pétrolier français Total et 5 ans dans le groupe indonésien Medco. Il écrit régulièrement pour la revue Asialiste et un livre a été publié, L'Indonésie, l'unité dans la diversité, comprendre son pluralisme ethnique et religieux, publié aux éditions GOP. Donc, merci de ta présence, Randa. Nous avons également Jean-Louis Lascou. Jean-Louis Lascou, qui est encyclopédiste, fondateur de la profession de médiateur et du paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Il est créateur du certificat d'aptitude à la profession de médiateur, président de l'EPMN, l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, initiateur de la médiation professionnelle, de l'ingénierie relationnelle et de la qualité relationnelle. Son dernier ouvrage, Médiation en milieu hostile, le co-auteur étant également Jean-Bruno Chantrenne. Donc merci à vous deux de votre présence sur le plateau de la Journée internationale de la médiation. Jean-Bruno, on peut aborder la thématique? Bien sûr, alors il y a trois thématiques qui vont être abordées dans ce débat. Bonjour à vous, bonjour à tous. La première thématique, c'est l'individu et la société, cette quête perpétuelle de gestion de ce collectif de société. Qu'est-ce que c'est que la société? Qu'est-ce que c'est que l'individu? La deuxième thématique sera les différences. Et la troisième, le bien vivre ensemble. 7 minutes pour chaque intervenant sur chacune des thématiques en réponse à l'un des animateurs. Donc, on peut peut-être déjà commencer directement par l'individu et la société. Qu'est-ce que tu en penses, Edith? Oui, bien sûr. Alors, l'individu et la société. Alors, j'ai réservé pour nos invités quelques petites citations qui peut-être les inspirer. Alors déjà, une citation de Diderot qui vous indique que la soumission à la volonté générale est le lien de toutes les sociétés, sans en accepter celles qui sont formées par le crime. Et Jean-Jacques Rousseau de dire la nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable. Alors je terminerai également par une citation d'une anarchiste, Emma Goldman, qui, dans son ouvrage La liberté ou rien, nous indiquait la civilisation est le résultat d'un combat continuel de l'individu ou des groupements d'individus contre l'État et même contre la société, c'est-à-dire contre la majorité inoptisée par l'État et soumise à son culte. La loi naturelle est cette part de l'homme qui s'affirme librement et spontanément, sans contrainte extérieure, en harmonie avec les besoins de la nature. Mais leur expression ne nécessite ni machine gouvernementale, ni trique, ni fusil, ni menottes, ni prison. Obéir à de telles lois, à supposer qu'il s'agisse d'obéissance, ne requiert que spontanéité et que l'occasion se présente. Le terrible arsenal de force, de violence et de coercition, grâce auquel les gouvernements assurent leur pérennité, prouve amplement que leur maintien au pouvoir ne résulte en rien de ces facteurs harmonieux. Alors, pour aborder l'individu et la société, peut-être effectivement aborder des définitions. Définition de la société. Plus précisément, qu'est-ce qui fonde une société? Alors, je vais donner la parole peut-être à notre invité principal, Anda. J'aime bien commencer par les définitions officielles pour ensuite m'y appuyer et essayer de dérouler autre chose. Donc, société, c'est le latin, ça vient du latin socius, un associé. Donc, je dirais qu'au départ, si je pense ce mot à la lettre,
conception dans laquelle j'adhère de toute façon, c'est qu'on s'associe en gros pour vivre ensemble. Et donc, d'où la première définition du Larousse, d'ailleurs, un groupe organisé. Maintenant, comment dire, la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on entend au fond vraiment? Parce que si je prends juste le Larousse, groupe organisé, milieu humain dans lequel on vit, donc on apparaît, on est dans cet univers, avec ses institutions, ses lois, ses règles. Donc, ça peut être une troisième définition, tout groupe social formé de personnes qui se réunissent pour une activité ou des intérêts communs. Là, je me contente de lire le Larousse. Donc, je vois activité, intérêt commun. Comment s'y retrouver là-dedans? Moi, j'ai envie de prendre la troisième définition. Je viens au monde, je nais à Paris en 1952. Le président s'appelle, tiens, j'ai oublié son nom, je crois que c'était Coty, on est Coty. Je n'ai rien choisi dans l'histoire, mais je nais dans une famille d'Indonésiens qui sont venus étudier en Europe. Et donc, je vais grandir à la fois dans une telle famille et dans un tel monde que je considère comme étant là. À savoir, que je n'ai ni à le recevoir ni à le refuser. Dans un premier temps, je n'ai pas de choix. Je nais. Et ensuite, je grandis. Et ce sont les différents humains organisés qui m'entourent qui vont, en fait, évidemment, me construire, me déterminer, m'influencer. Ma famille, la République française, la quatrième République, peut-être. Un peu plus tard, quelques années passées en tant qu'enfant en Indonésie, 2 ans, dans un autre monde, qui n'est pas au même niveau d'organisation et de développement. Et donc pour moi, c'est simplement un fait, une réalité. Ensuite, mon rôle à moi sera d'essayer d'y trouver ma place, de me déterminer en fonction de ce qui m'entoure. Je n'ai pas à changer le monde de ce point de vue-là, le monde il est là. Ensuite, plus tard, je pourrais décider que non, ce monde n'est pas le seul possible. Là, je vais rejoindre Emma Goldman. On peut vivre dans un autre monde et il dépend de notre décision, de notre liberté. Vous voyez, je n'ai pas grand-chose à en dire. Je prends ça comme un acquis et je vais essayer de trouver ma place en tant qu'individu. Il y a 50 ans, bon, je n'ai jamais lancé de pavé, mais je pensais qu'on pouvait transformer le monde. Que ça reste une utopie, mais on peut pas vivre sans utopie. Donc, j'ai toujours cette utopie dans la tête d'un monde où les gens se reconnaîtraient comme égaux, se respecteraient les uns les autres, où les décisions, enfin là, je devance un peu puisqu'on va peut-être parler de la décision, seraient prises ensemble à travers un dialogue et non pas par des gens qui se réclament du fait qu'ils sont élus. Ce qui n'est qu'un mode de fonctionnement de la société. Hein. La démocratie représentative, c'est des gens dont le métier est de gérer l'État. Et pour ça, nous les élisons. Mais est-ce qu'ils le gèrent vraiment comme nous le voulons? C'est sans doute loin de la réalité. J'aurais envie de revenir à la République athénienne, à l'Agora, mais faut pas oublier non plus que chez les Athéniens, il y a quelques espèces qui ne participaient pas au débat. Premièrement, les femmes, la moitié de la société. Deuxièmement, les esclaves. Et troisièmement, les métèques, enfin les étrangers. Métèques n'étant pas péjoratif dans la bouche d'un Athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, pour revenir, au fond, la question, c'est qu'est-ce qu'une société? Elle demeure entière. C'est-à-dire qu'on en a des conceptions différentes. Merci beaucoup, Anda, déjà pour cette intervention. Effectivement, alors on peut entendre dans tout ton laïus que le rôle de l'individu serait de se déterminer en fonction de ce qui l'entoure. Et l'utopie reste un art de vivre, finalement, mais que tu n'as pas vraiment de solution. Alors, je me tourne vers Jean-Louis Lascaux. Jean-Louis, l'unité, quid de cette manière de scinder les individus en société, de ramener la société vers les individus et de finalement que chacun puisse trouver sa place. Comment tu vois les choses? Déjà, la première chose, merci. Merci à tous d'écouter cette émission et de participer à cet événement international sur la médiation qui a été initié par Edith et particulièrement animé, développé aussi par Annie et donc Jean-Bruno, animateur. Merci Anda de participer à cette discussion sur quelque chose qui est essentiel. C'est vrai, c'est la conception de la vie en société, l'individu et la société. L'individu, c'est le mot, hein. Anda, toi qui aimes bien les termes, l'étymologie, c'est l'individu, c'est l'indivisible. Hein, tandis que si on parle de la personne, c'est le persona, c'est le masque. Donc, c'est toujours un peu l'ambiguïté de qu'est-ce qu'une personne. Et quand on réfléchit à qu'est-ce qu'une personne,
eh bien, on arrive inévitablement à la discussion de savoir quelle est l'origine de cette pensée. C'est-à-dire qu'il y a différents courants de pensée, différentes manières de concevoir l'idée d'une personne, l'idée de la société. Qu'est-ce qui justifie l'organisation sociale et qu'est-ce qui fait que les humains vivent en société? On peut voir, hein, si on n'est pas les seuls à vivre en société, hein, si on regarde les vies tribales, les vies de bandes, les vies de hordes, on n'est pas les seuls à vivre comme ça. On peut constater que plus les animaux, le monde animal est évolué, plus il a tendance à se regrouper pour regrouper ses forces et parfois pour regrouper ses intelligences. Ce qui n'est pas toujours une belle démonstration de l'humanité, mais quand même, c'est bien la quête de rechercher à regrouper des intelligences et des forces de façon à pouvoir mieux vivre, en fait, l'adversité naturelle. Parce que c'est bien ça, en fait, vivre en société, c'est faire face à ce qu'on peut vivre comme étant une adversité naturelle, c'est-à-dire l'adversité de la nature, les éléments, la pluie, l'orage, et il faut se protéger, la production de manger, boire, dormir. Donc, il y a certaines personnes qui ont fait des théories à ce sujet-là, d'ailleurs, qui sont complètement fictives, hein, mais je cite par exemple Maslow, qui est complètement fantaisiste, mais qui représente une théorie, la théorie des besoins des humains, ce qui n'est pas forcément faux, qu'il peut y avoir ces besoins-là, mais que ce soit une vision pyramidale, c'est complètement faux, et c'est une vision élitiste. Alors, quand on parle des différents courants de pensée, on peut voir qu'il y a eu pendant très longtemps une société magique. Les humains se sont réunis dans une bande, en bande, dans une représentation un peu magique, c'est-à-dire ne comprenant pas comment fonctionne la nature et la vie, eh bien, on s'est regroupé pour pouvoir se protéger de cette adversité. Et puis, il y en a qui ont pris du pouvoir. Ils ont pris du pouvoir et se le sont transmis de génération en génération. Alors, il y a deux types de personnes qui prennent du pouvoir dans la société. Il y a des personnes qui sont fortes physiquement, hein. Il y a des personnes qui ont la capacité de manipuler les autres, d'influencer les autres, hein, pour pouvoir être choisi. Alors, il y a aussi le fait de prendre un pouvoir ponctuel de façon à pouvoir justement protéger les autres contre une adversité. C'est ce qui peut se passer pendant des guerres, hein, par exemple. Il y a des héros comme ça qui vont juste intervenir à certains moments. Donc, il y a différentes manières de prendre du pouvoir et de vouloir organiser la société, organiser les personnes en société. Alors, moi, ce que j'ai retenu, c'est cette longue réflexion de la période des Lumières, alors qui a repuisé d'ailleurs un peu partout, hein, ils ont repuisé chez les Grecs, chez les Égyptiens, mais enfin principalement chez les Grecs, hein, parce que ça a été un renouveau, c'était la sortie de l'obscurantisme religieux, qui est toujours un obscurantisme partout où que ce soit, hein. Que ce soit l'obscurantisme chrétien, musulman, on a bien vu aussi hébraïque, on a vu aussi toutes les formes de confession, hein, que ce soit même toutes les approches asiatiques, c'est pareil. C'est des systèmes où en fait on fait croire des choses à des gens parce qu'il y a des personnes qui sont installées à un pouvoir d'influence. Donc, pour comment sortir de cet obscurantisme? Eh bien, ça a été l'usage de la raison. Et c'est ça, ce qui fait que l'individu vit en société, c'est d'abord le côté émotionnel, qui est très très puissant chez nous, dans nos décisions, dans nos choix, dans nos orientations, dans notre composition de la vie en société, et puis l'usage de la raison, hein, qui fait que cette particularité humaine, où en fait on va s'ordonner, s'organiser différemment, avec des connotations culturelles. Parce que l'émotion étant parfois plus forte, nous a amené à des croyances et à des représentations, à des convictions, à des modes de raisonnement. Ils ont c'est pas parce que je dis raisonnement que je dis logique, hein. Ça peut être complètement illogique. Ça peut être des sophismes complets, des mensonges, des constructions mensongères de l'esprit qui reposent sur des postulats faux et qui amènent à des représentations de la vie en société. La représentation, je vais faire simple, le premier courant de pensée qui est très fort, c'est le courant de pensée spiritualiste, hein, on peut dire religieux, qui fonde la vie en société sur un pacte religieux, le pacte divin, parce que c'est celui où
on ne comprend pas tout, et donc on se dit, il y a quelqu'un qui a mieux compris, qui était en amont de tout ça, et qui a organisé la vie en société, qui a fait l'homme tel qu'il a été fait, d'ailleurs à son image, hein, on se demande comment on a su ça, mais bon, ça a été pensé quand même, de faire l'homme à son image, et puis donc ce mystère-là est confié, est confié à certaines personnes qui vont être détentrices de la bonne raison, qui n'est pas rationnelle, qui est de la bonne raison de ce mystère. Et donc, c'est au nom de ce mystère-là que la société est animée. Et puis après, il y a un deuxième courant de pensée qui va restructurer la société, hein, sur des aspects plus réglementaires. On va mettre par écrit, hein, ça s'est passé au moment de la Révolution, ben on a réorganisé la société avec une approche qui s'est voulue plus rationnelle, mais qui en fait, c'est pas vrai, parce que quand on cite Rousseau, Rousseau dit que la nature a fait l'homme heureux et bon, mais ça, c'est quelque chose qui est complètement, je dirais, angélique, qui puise encore sa ressource dans la naïveté religieuse, de dire l'homme est bon, il a été fait à l'image d'un Dieu dominant, et puis c'est la société qui le déprave et le rend misérable, hein. Donc ça, c'est une conception qui vient dire on peut corriger on peut corriger un peu la conception religieuse, mais on va la juridiciser, hein. Ça a été l'invention du contrat social. On a aussi un regain avec la vie en société qui protège. La vie en société qui protège, et puis on l'a vu tout récemment avec je disais tout à l'heure, la vie magique, la vie réglementée, et puis la vie médicalisée aussi, hein, psychomédicale. Hein, c'est très fort, c'est un courant de pensée qui s'est développé et puis qui est très très puissant, puisqu'on l'a vu au point où on a été très étonné de voir que l'orientation de la pensée psychomédicale avait pu même mettre le monde entier sous une coupe incroyable. On n'aurait jamais cru ça au XXIe siècle, que ça puisse être, que les sorciers d'hier puissent être les dominants d'aujourd'hui, hein, à certains moments. C'était très étonnant quand même de vivre ça au XXIe siècle, tandis qu'on est en train de rechercher à penser en termes de rationalité. Et ça serait le quatrième courant de pensée. Alors, où Emma Goldman, effectivement, qui est proche de beaucoup de conceptions que j'ai moi-même de la vie en société, c'est la rationalité. Mais la rationalité, c'est quelque chose qui n'est pas encore facile à atteindre pour développer la pensée sur la vie entre l'individu et la société. C'est pas facile à atteindre puisque c'est quelque chose de nouveau qui se développe pour faire émerger de nouvelles réflexions pour une société qui va évoluer. Parce que l'individu évolue doucement, et donc la vie en société aussi évolue. Et il y a bien sûr des gens, beaucoup de personnes qui sont réticentes à cette évolution parce que ces personnes elles-mêmes ont des difficultés à évoluer. Merci Jean-Louis, merci d'avoir rappelé en définitive, ou de nous avoir fait découvrir, hein, pour certains, les courants de pensée, duquel donc découle la définition de la personne, mais également la façon dont on organise la vie en société, et notamment la mise en évidence de ce courant rationnel que tu as développé, qui est le courant de la médiation professionnelle, avec toute la rationalité et l'usage de la raison qui est impliqué. Peut-être, Anda, deux petits mots à rajouter? Ouais, tout à fait. Comme Jean-Louis parlait on se réunit contre l'adversité naturelle. Dans un premier temps, j'avais compris contre la diversité naturelle. Mais c'est juste un lapsus auriculaire. Parce que, en fait, oui, il parlait pas du tout de la diversité. Cela dit, parce que, bon, tu fais très bien de parler de horde, de bande, puisque ça commence avec les premières organisations humaines. Moi, j'ai envie de remonter plus loin dans le temps, dans l'anthropologie. Pyrrholopithèque, qui vivait en Espagne il y a 13 millions d'années, a amorcé l'existence de singes qui vivaient en société. Et on ne serait jamais devenu Homo sapiens s'il n'y avait pas eu Pyrrholopithèque désirant, après tout, se réunir, s'associer aux autres contre l'adversité naturelle. Voilà, c'est pour ça que je remonte un peu plus loin, ce qui ne contredit pas du tout ce que tu dis, Jean-Louis. Je dis que ça remonte un peu plus loin que ça. En revanche, sur la question de la religion, moi, j'y vois un truc complètement ethnocentriste, abrahamique,
c'est-à-dire le Dieu unique Père et tout. Dans le reste du monde, non, il y a pas ce rapport. D'ailleurs, on peut parler de religion, mais c'est d'abord tout un rapport à la nature qui nous entoure. Comment vivre ensemble avec cette nature, les réponses ayant été différentes. Les Chinois et puis les Japonais, par exemple, n'ont pas de Dieu, ils n'ont pas non plus de mythe créateur. Chez les Chinois, paraît-il, il y a un couple original qui décide de s'unir pour faire naître des humains. Ouais. Donc, on est loin d'un pouvoir et d'un père. On a un couple originaire. On ne sait même pas d'où il est issu. C'est d'ailleurs, c'est un philosophe qui est en même temps un peu cynisant, François Julien, qui dit que dans la tradition chinoise, il n'y a pas d'acte créateur au départ. Les choses sont là. Et ensuite, dans d'autres parties du monde, oui, la religion n'est pas nécessairement un instrument de pouvoir. C'est d'abord au départ un rapport à la nature, pas aux individus, pas à la société, mais à la nature qui nous entoure. Les Balinais, puisque Edith vit à Bali, parlent des Trihita Kirana, c'est que l'homme doit être en harmonie avec les autres hommes, avec la nature et avec quelque chose de divin. Voilà, qui n'est pas nécessairement le père créateur. Je voulais revenir là-dessus parce que moi, je suis pas pour évacuer le religieux et le mettre en opposition à la raison. C'est pas du tout mon truc. Le fait religieux existe en tant que croyance, hein, je dis pas en tant qu'organisation sociale. Il a une place plus ou moins grande. Il relève surtout de l'individu. Pour moi, c'est le vertige face à l'infini, à l'impensable. Quand on dit que le temps ne commence qu'à partir du moment où l'univers existe, bon, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'il y avait avant le temps? Et déjà, on est dans une espèce d'aporie intellectuelle. C'est important, parce que là, ce qui se dit, ce que tu dis là, c'est quand même très important dans les nuances et les choix des mots pour pouvoir représenter ou parler des idées. C'est-à-dire que quand tu dis euh, que tu n'opposes pas la raison et la croyance, la religion, je ne les oppose pas, parce que l'une est un fait de croyance, l'autre, la raison, est un moyen pour se rapprocher de la réalité. Donc, quand tu dis le fait religieux, cette manière de dénoncer la religion en disant que c'est un fait, moi je dirais pas le fait religieux, je dirais le fantasme religieux, et tu vois tout de suite que ça a une implication. Parce que soit on le qualifie comme une fantasmagorie, la fantasmagorie religieuse, que ce soit avec un mythe créateur, quel que soit, peu importe le mythe créateur en question. Parce que les Égyptiens non plus n'avaient pas qu'un seul dieu, ils avaient également toute une foule de dieux, et de même que pour les Grecs, c'était pas le dieu créateur, hein, il y avait une génération par un phénomène naturel qui commençait d'ailleurs, comme pour la religion hébraïque. Il y avait le tohu-bohu d'un côté, le chaos de l'autre, pour les Grecs, hein. Donc c'était des phénomènes de pensée, de croyance, et c'est pas forcément l'aboutissement, la recherche avec un Dieu qui est l'autorité. Alors, n'empêche que ces croyances-là développent des autorisations d'autorité par ceux qui représentent ces religions. On le voit bien, que ce soit le Dalai Lama ou les autres représentants de religion, ils sont dans des postures d'autorité pour pouvoir dire ce qui est la religion et ce qui ne l'est pas. On voit bien qu'il n'y a pas des aboutissements avec succès de ces phénomènes, je dirais, de croyance, peu importe que ça s'appelle religion ou pseudo-philosophie, j'appelle ça la pseudo-philosophie, hein. Donc c'est parce que c'est un appel à l'idée que ça pourrait être de la sagesse, mais en fait chacun porte ses mitraillettes. On a vu comme ça de partout, hein, tous les religieux qui s'équipent de mitraillettes pour aller tuer d'autres religieux. Donc le phénomène religieux n'est pas un fait. C'est un fait de société, mais ce n'est pas une réalité, au sens où la religion elle-même n'est pas une réalité comme je dirais un verre d'eau. Il faut pas, on peut dire que il faut pas confondre les choses, c'est-à-dire qu'un fait de société, c'est un ensemble d'événements, mais qui ne se traduit pas par l'identification d'une réalité.
ça ne donne aucune réalité à une croyance. Une croyance, ça n'est qu'une croyance. Ce n'est pas un fait. Et ça, c'est très important de bien le nuancer de façon à voir comment les personnes se positionnent dans la vie en société. On voit bien qu'il y a des abus de langage qui trompent la pensée humaine, et c'est là où je dis qu'il va devoir y avoir des évolutions. En fait, merci à vous deux d'avoir évoqué donc les courants de pensée, notamment des courants religieux, car à l'évidence, Jean-Louis, tu insistes là-dessus, ce courant de pensée, en tout cas, quel qu'il soit, va influencer sur l'organisation de la vie en société. Car la question se pose de l'individu et la société. Est-ce que la société va influencer sur l'individu? Est-ce que dans le cadre d'une organisation de cette vie, est-ce que justement, il ne va pas y avoir des influences? Et effectivement, peut-être que le courant rationnel, qui permet justement d'apporter, d'amener les individus à la libre décision aussi, de pouvoir décider de qui va les représenter, qui va les amener dans le cadre de l'aboutissement d'un projet sociétal qui est envisagé. Eh bien, le mieux, c'est effectivement dans une rationalité plus que dans une influence qui pourrait être juridique. Hein, donc voilà. En tout cas, merci à vous deux pour donc ces observations. Nous pouvons peut-être aborder, parce que le temps nous est compté, hein, c'est passionnant, mais le temps nous est compté. Donc, je vous propose d'aborder le deuxième sujet. Peut-être que tu aurais des citations, d'ailleurs, Jean-Bruno. Oui, j'ai quelques citations, bien sûr, mais tout d'abord, j'aimerais vraiment vous remercier pour cette digression un petit peu sur les croyances qui ne sont qu'une recherche de vérité de ce que j'ai entendu de votre débat, alors que la raison permettrait d'aborder une réalité. Et je trouve ça vraiment passionnant. Mais effectivement, on va avancer sur notre débat pour avancer vers la deuxième question, qui est la question des différences et de la manière d'aborder les différences et de faire en sorte que ces différences ne soient pas de l'adversité pour de l'adversité. Alors, effectivement, j'ai une petite citation de Philip Douglas Jackson, qui est un fameux, un ancien joueur et entraîneur, hein, manager de basketball, qui disait « La force de l'équipe réside dans chaque individu et la force de chaque individu réside dans l'équipe. » Alors, c'est aussi un chiasme, hein, moi j'aime bien la rhétorique et donc je trouvais jolie cette citation. J'en ai une autre aussi qui vient d'Henri Queuille, qui est cet ancien président du Conseil des ministres en France et qui disait la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et je trouve que voilà, ça peut pousser aussi vers la politique qui consisterait à faire taire les problèmes, à ne pas faire taire les problèmes, mais à faire taire ceux qui les posent. Donc voilà, je vous demande maintenant si vous voulez bien, de pouvoir vous exprimer sur ces différences. Comment vous les définiriez? Comment ces différences sont-elles prises en compte aujourd'hui dans la société? Anda? Alors, j'aime bien prendre l'Indonésie, pas parce que c'est mon pays d'origine, je dirais justement, heureusement que j'ai ça comme pays d'origine, ça me permet de mettre en avant, en contraste, par la comparaison, avec, par exemple, la société française, où je suis né, où j'ai grandi. La différence, donc, dans une conception indonésienne qui remonte à loin, bien avant la République d'Indonésie, la différence, c'est une réalité et il faut qu'on arrive à essayer de vivre ensemble. On n'a pas à forcer l'uniformisation des membres de la société. Ce qu'il faut, c'est admettre que l'autre existe, essayer d'avoir de bonnes relations avec lui, sachant que le problème reste entier, parce que avoir une bonne relation, encore une fois, diffère d'une société à l'autre. Et la bonne relation à l'autre, en Indonésie, sans doute ne repose pas sur le même facteur de définition que la société française. Là, je peux pas faire autrement que citer Diribarne, puisqu'il va quand même s'admettre. Pour Diribarne, en France, inconsciemment, une bonne société, c'est celle dans laquelle on n'est pas en position servile. Et ça lui a fait d'ailleurs écrire son premier ouvrage avec comme titre La logique de l'honneur, où il comparait le fonctionnement de trois usines dans trois différents pays du même groupe, Pechiney, qui n'existe plus. Donc, c'est Rio Tinto, je crois. Et il a mis beaucoup de temps à comprendre le fonctionnement français. C'est-à-dire qu'il a étudié dans trois usines, donc françaises, Saint-Jean-de-Maurienne, donc Pays-Bas et États-Unis côte Est. Dans son usine américaine, c'est clair.
tout doit être clair, et on se met d'accord là-dessus. Si ça ne te plaît pas, va voir ailleurs. Le subordonné définit son patron, son chef, comme étant un client pour lequel il est en position de fournisseur. On n'a pas du tout cette conception en France, et sans doute pas en Allemagne. C'est une conception anglo-saxonne, je dirais. Donc, pour un Français, vivre dans une société anglo-saxonne, ça peut être possible, comme ça peut ne pas l'être. Alors, pour en revenir, donc, ce qui fait un bon vivre ensemble, alors vraiment, je saute, parce que si une société n'essaie pas de bien vivre ensemble, c'est plus une société. Et dans la conception indonésienne, on doit être ouvert les uns envers les autres. D'où cette idée de tolérance. Je ne crois pas à la tolérance, c'est un impératif social inconscient. Il faut admettre qu'il y a du divers, qu'il y a de la différence. Bon, je vais mettre les deux mots ensemble, après on pourra toujours les distinguer, et je vais essayer de m'accorder de façon à ce que nous puissions vivre ensemble. C'est une société de consensus, donc il faudra, pour une prise de décision, ça demandera de longues palabres, plusieurs réunions, et il est important que tout le monde soit pris en compte, et dans une entreprise, ça reste là, le chef ne va pas prendre une décision sans en avoir discuté avec ses subordonnés. Et la décision devra au moins donner le sentiment que les subordonnés n'y auront pas participé. Et ce qui fait que je perds un peu mon propos. Là. Comment vivre la différence? Je peux citer la situation indonésienne. En France, c'est certainement différent, mais ce qui est plus important en France, c'est de ne pas plier, de ne pas être en position servile. Donc, on va commencer par montrer qu'on ne plie pas, et puis à la fin, on dira oui, effectivement, tu as raison. Ou, bon. Ça peut donner, d'ailleurs, là aussi, c'est un processus qui peut donner un temps infini au débat. Pour l'instant, je ne sais pas si j'ai fait ces 7 minutes, mais je dis qu'on ne peut pas ignorer le contexte culturel au sens très large du mot, qui fonde une conception du bon vivre ensemble. Et pour Diri Barnes, c'est fuir quelque chose qu'on craint par-dessus tout, mais c'est inconscient. Voilà. Ce qui fait peur en France, c'est d'être bas, d'être minable, compromis. Un compromis, c'est une compromission. Donc, on va d'abord montrer qu'on ne plie pas. Voilà. Ensuite, il faudra bien s'arranger. Ce qui n'est pas garanti non plus, parce qu'on remettra en question une décision dans l'univers de l'entreprise française, de l'organisation, et peut sans arrêt être remise en question. Là où les germaniques vous diront non, on a pris une décision ensemble et on s'y tient. Et dans le cas indonésien, c'est encore autre chose. Merci Anda pour ces propos. Donc, en définitive, ce que tu dis, c'est que tout dépend en fait du type de société, que ces différences dépendent de cette société. Donc, c'est une appréciation particulièrement subjective sur la base de certaines règles qui sont édictées par chacune de ces sociétés. Tu fais le parallèle entre l'Indonésie et la France, hein, pour exemple, et que, en définitive, le bien vivre ensemble ou ces différences, en définitive, eh bien, tout est une question de consensus par rapport aux règles de la société dans laquelle on se situe, hein, si j'ai bien résumé. Donc, merci Anda pour ces propos. Peut-être Jean-Louis, qu'en penses-tu, toi, de ces différences? Alors, Est-ce qu'elles sont là ou déjà, pas? merci. Déjà, la première des choses qui me vient, c'est quand je pense à la différence, je pense indifférence. C'est-à-dire que c'est bien ce qui peut s'opposer, et ce qu'on pourrait dire qui s'oppose. C'est l'idée de l'accueil ou de l'exclusion. Et quand on voit la différence, eh bien, on pense à quelque chose Diderot, tu citais Diderot tout à l'heure, tu disais la soumission à la volonté générale est le lien de toutes les sociétés. Et non. Ça, c'est une représentation de la vie. C'est vrai que Anda le disait aussi, est-ce qu'on se soumet? Est-ce qu'on se résigne? Pourquoi est-ce qu'on va vivre ensemble? Nous sommes différents. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'être différent? Est-ce que je prends en compte les personnes qui sont différentes de moi? Et pour les prendre en compte, dès lors que je les prends en compte, est-ce que je les considère ou est-ce que je les accueille? On a comme ça des postures et des énoncés qui nous permettent de voir comment on est en relation avec les autres. Et donc, moi, je ne suis pas du tout pour l'idée de la soumission, mais je suis plutôt pour l'idée de la compréhension. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, l'instruction dans la société est quelque chose qui permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on vit en société et comment est-ce qu'on vit en société.
Je l'ai vu en intervenant, par exemple, dans les environnements de banlieue, où des jeunes exprimaient très clairement leur sentiment d'exclusion ou de non-inclusion. Hein. C'est-à-dire que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'ils sont, et à partir de là, ils vont exprimer une différence. Alors, ils vont parler, par exemple, des langages, des langues du verlan pendant toute une période, ou alors ils vont parler une langue qui est un petit peu arabisante, de façon à clairement marquer la différence. Parce qu'ils ne sont pas inclus, ou parce que même leur absence d'inclusion débouche sur une exclusion. Donc c'est ça, et c'est cette exclusion qui fait que de la différence, eh bien, on en fait une indifférence. Et des personnes sont marginalisées. Et c'est à la marge de cette société-là, dans laquelle on vit aujourd'hui, que se passe une forte contestation. Pourquoi? Ben parce que ces gens-là ne sont pas accueillis. Et quand ils sont regardés, ils sont juste acceptés. Acceptés, c'est-à-dire tolérés. C'est-à-dire qu'on voit que dans la différence, eh bien, il y a cette manière de voir les autres comme étant tolérés dans la vie en société. C'est-à-dire, on le voit comment ils sont traités, hein, on les traite avec violence. Et d'ailleurs, des gens sont formés pour les tenir à l'écart des endroits trop riches, parce que ces gens-là ne sont pas bienvenus dans les environnements où ils pourraient avoir quelques désirs de richesse, hein, sauf à considérer qu'ils vont pouvoir faire les clowns et pouvoir animer quelques émissions de télévision pour pouvoir faire rigoler tout le monde. Comme on le voit, hein, c'est ce qui marche. Comment des exclus, des enfants d'exclus, ou de non-inclus peuvent arriver à intégrer la société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, moi, quand je vois la différence, c'est vrai qu'il y a un problème dans notre société, c'est celle de l'accueil de ces différences. C'est celle d'avoir une culture d'altérité. Et on en revient encore à ce qui fonde une société. Ce qui fonde une société, c'est souvent l'idée de la gestion des adversités. Hein, on le voit, il y a des conceptions, c'est la société qui pervertit les personnes. Donc l'homme peut être bon, mais quoi qu'il en soit, s'il est bon, eh bien, dans sa différence, il peut être perverti par la société, ou alors il peut être méchant d'origine, et puis la société va le redresser. Hein, donc on va lui donner des règles, et puis quoi qu'il en soit, il va devoir se soumettre. Donc il y a pas le côté dans la différence où j'apprends à accueillir la différence, où j'apprends l'altérité, j'apprends à sortir du seuil des tolérances. Hein. Il y en a qui disent que la tolérance, il y a des maisons pour ça, mais c'est pas pour rien, parce que c'est vraiment très perverti le fait d'être tolérant. Il n'y a pas de reconnaissance. C'est-à-dire que la différence, il faut pouvoir mettre l'altérité, pouvoir mettre de la reconnaissance. Et pour ça, c'est certainement pas faire confiance dans ce qu'on pourrait appeler magiquement l'intelligence émotionnelle, parce que l'intelligence émotionnelle n'existe pas malheureusement. Hein. C'est l'intelligence se construit avec l'usage de la raison. Et c'est avec la raison qu'on va pouvoir comprendre et avoir prise. Hein, quand je dis comprendre, c'est avoir prise sur ce qui fait la différence entre les personnes. Et ce qui peut faire qu'on va accueillir cette différence en se disant, en regardant notre existence sur la planète, non, je ne suis pas différent d'un Asiatique, non, je ne suis pas différent d'un Égyptien, ni d'un Indien d'Amérique, ou d'un Indien de n'importe quel pays d'ailleurs, d'un n'importe quel indigène, hein, que ce soit d'Australie par exemple, hein, qui sont souvent traités comme en apartheid. Et il faut quand même regarder les choses comme elles sont, que ce soit dans certains pays d'Amérique du Sud, là en Australie ou en Afrique du Sud. Il y a des contextes qui sont quand même encore très très problématiques parce que la différence de couleur de peau, de taille, de conception de la vie fait on fait de l'exclusion, on fait la mise à l'index. Eh bien, ce travail-là, est très difficile à faire, à réaliser par une culture globale qui se développe hein, avec la mondialisation, avec Internet, avec tous ces outils-là. Il y a quand même un travail qui se fait sur une nouvelle conception du rapport de l'humain à la vie
à l'accueil de tout ce qui fait nos différences et pour chercher à comprendre comment ça se passe, pour chercher à comprendre comment on peut mieux vivre ensemble avec ces différences que nous avons et qui sont anecdotiques en réalité par rapport à l'enjeu du bien vivre ensemble. Je crois que c'est vraiment là que tout se tient. Merci Jean-Louis, tu as déjà justement, tu viens d'amorcer le troisième sujet. Et moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est l'accueil des différences doit passer par la compréhension de ce qui les fonde. Et effectivement, quand tu dis l'absence d'inclusion arrive à l'exclusion, eh bien, c'est tout l'enjeu avec l'altérité rationnelle d'aller vers un bien vivre ensemble. Alors, Edith, je te laisse le soin de présenter ce dernier volet de notre débat. Oui, merci Jean-Bruno pour cet enchaînement. En fait, oui, bien vivre ensemble. Vous avez remarqué que bien vivre ensemble, nous n'avons pas mis de tiret. Alors, pour vous, Anda et Jean-Louis, où vous mettriez ce tiret? Bien vivre ensemble ou bien vivre ensemble? Anda. Donc, donc pour moi, c'est bien vivre ensemble associé. Parce que bien peut s'appliquer à tout et vivre ensemble est une des choses dans laquelle qu'on peut essayer de faire bien. Et bien vivre ensemble, et là je reviens, les conceptions, suivant les sociétés humaines, sont différentes. Et je citais Diriban, pour lui, bien vivre ensemble en France, c'est s'assurer comme on est dans une préoccupation du rang permanente en France, c'est que moi, en tant que perçu dans un certain rang, je sois néanmoins respecté. Ça a une des conséquences d'ailleurs assez curieuses si on regarde pourquoi il y a des fonctionnaires en France, parce que ça les protège de l'arbitraire de l'usager. On appellerait un client aux États-Unis. Oui, bien sûr, je suis à votre service, mais en fait, je ne suis pas à votre service. Donc, respectez ce que je suis et donc création de statut pour protéger les individus qui sont fonctionnaires vis-à-vis de ce qu'on appelait autrefois les usagers. Mais c'est une base qu'on peut retrouver par ailleurs partout en France. C'est la crainte. Alors non, la soumission est universelle, Jean-Louis, mais le fait de craindre, de ramener toute situation à cette question, est-ce que je suis en train de me soumettre ou est-ce que j'affirme que je suis quelqu'un d'honneur, ça c'est français. Pour un japonais ou un indonésien, c'est pas se soumettre, c'est simplement faire en sorte qu'on puisse vivre bien ensemble, chercher une harmonie. C'est pas une soumission, c'est le désir d'être en harmonie avec les autres. Après, on peut dire que c'est de la soumission, mais moi je maintiens que ce sera une perception française. Et pour le monde anglo-saxon, c'est encore autre chose. On s'est mis d'accord sur des règles, on essaie de les respecter, sinon ça ne va pas. Ce que Diriban appelle la logique du contrat. Et pour les germaniques, Bataves, Teutons, Vikings, c'est voilà, nous sommes dans une société et pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait du consensus. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, tous ensemble, il faut le respecter, sinon ça va faire éclater la cohésion du groupe. Donc le bien vivre, il va dépendre de ces sociétés. Et c'est pour ça qu'il y a des malentendus. Il n'y en a plus entre les Français et les Allemands. Avec les Anglais, je dirais que c'est limite. Quand ça leur convient pas, ils vont quitter. Alors, la conception anglaise n'est pas la conception française du bien vivre ensemble. En Angleterre, on admet qu'il y a des quartiers jamaïcains, des quartiers pakistanais, et des quartiers que sais-je. Ça ne gêne pas. Il y a des communautés. L'important étant dans l'espace public, dans leur relation entre elles, les communautés acceptent des règles, acceptent de respecter des règles communes. Aux Pays-Bas, c'est encore autre chose. La société est pilarisée, on a différents piliers de la société. Il faudra quand même trouver un consensus à un niveau supérieur entre ces différents piliers. Et donc, pour revenir à cette histoire de qu'est-ce que le bien vivre ensemble, ça dépend de ce qui fait peur inconsciemment. Donc, en France, c'est d'être en position servile. En Indonésie, ce qui fait peur, c'est d'être confronté à quelque chose de fermé. D'où le sourire, d'ailleurs. Moi, j'explique toujours que le sourire, c'est sans doute plus général à l'Asie du Sud-Est, mais en tout cas en Indonésie, c'est pas je vous aime, je suis heureux, il fait beau, je suis sous les cocotiers. Non, ça veut dire je suis ouvert. Mais c'est complètement inconscient. C'est assez curieux d'ailleurs. Et les gens, les Français ont dit oui, bon, d'accord, mais moi j'aime bien. Je trouve que c'est plus sympathique les gens souriants que les gens pas souriants. Ça, j'en doute pas. Surtout, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que ce sourire est une espèce d'impératif social, de bonne relation sociale, de bien vivre ensemble. On sourit pour montrer qu'on ne se ferme pas. Et quelqu'un qui ne sourit pas, ça fait peur. Alors, je peux raconter simplement une anecdote pour l'illustrer. C'est
un représentant de MBDA, fabricant de missiles et de systèmes d'armes bien connus, qui faisait face à un client, l'armée indonésienne. En face de lui, il avait un colonel. Et donc, ce type de MBDA expliquait la beauté de son produit. Ça, c'est très français. Et son agent indonésien lui glisse à l'oreille, sourit un peu parce qu'en face, le colonel a l'air de faire une drôle de tête. Voilà. L'important, bien sûr, c'est le produit. L'important, c'est qu'il y ait une transaction. Mais l'important aussi, c'est qu'on ait de bonnes relations sociales. Et pour ce colonel indonésien, faire face à un Français qui ne souriait pas et qui parlait de son produit, c'était assez gênant. Donc, le bien vivre ensemble, il va falloir d'abord arriver ça reste une construction, quelle que soit la société. Il faut essayer de faire que ça se passe comme ça. Ensuite, entre les différentes sociétés, l'altérité des mômes d'origine maghrébine, on pourrait la réduire, mais c'est pas ce qui se passe. Ils se sont retrouvés ensemble dans des grandes cités, entre eux, parce que les Blancs, petit à petit, dès qu'ils le pouvaient, quittaient ces cités. Donc l'exclusion, elle n'est pas nécessairement voulue. Elle est faite par un mode de fonctionnement de la société française, mais on trouvera sans doute dans d'autres sociétés. Mais donc, le bien Merci. vivre ensemble serait sous l'emprise des valeurs culturelles prônées dans tel ou tel type de société? Alors, les valeurs, moi, je sais pas si vous avez remarqué, j'évite ce mot parce que pour moi, il ne veut rien dire. Ce qui existe, c'est qu'est-ce qui fait que le rapport à l'autre, mais aussi au chef, ou au groupe, à l'organisation, sera bien vécu. C'est que ce sera bien si on arrive à conjurer. C'est assez négatif en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose par rapport à laquelle on va essayer de comprendre inconsciemment une situation, interpréter une situation, c'est par rapport à quelque chose qui fait peur. Donc, en France, on a peur d'être en position servile, donc on va trouver toutes les ressources, tous les moyens pour ne pas vivre cette horreur. Et par exemple, en France, montrer que voilà, je suis là, qu'est-ce qu'elle veut la petite dame? C'est le serveur qui tapote sur une table en regardant la cliente de haut, parce qu'il veut vous faire comprendre qu'il n'est pas à votre service, il va vous rendre service. Mais ça, c'est français. Et donc, il n'y a pas de détermination, il y a la compréhension inconsciente qu'on a de la situation. Et par rapport à ça, chaque individu se détermine. Il n'y a pas, toujours dans le contexte français, il y a le duc de Guermantes, cherche du temps perdu, qui sait qu'il est le duc de Guermantes, qu'il sait que les gens savent qu'il est le duc de Guermantes. Donc, pour lui, ça n'est pas rabaissant d'aider son cocher à mettre son manteau. Mais ça, c'est le contexte français. Et donc, ces conceptions du vivre ensemble sont différentes suivant les sociétés modernes. C'est toujours là. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de détermination. Donc, c'est une interprétation. Bon, toi et moi, nous parlons français. Moi, je n'ai pas choisi de parler français, toi non plus. Mais si nous arrivons à nous comprendre, c'est parce que nous partageons une langue commune qui s'appelle le français. Et bien, ce phénomène d'interprétation inconsciente aussi, c'est partagé par les individus au sein d'une société donnée parce qu'ils naissent dedans et que petit à petit, en grandissant, ils intègrent ça. Moi, je suis pas né moi, je l'ai acquis, cette interprétation française. Voilà. Et maintenant, je peux pas m'en séparer. Si dans la rue, un touriste italien de mon quartier commence à me demander un renseignement, je vais m'arrêter et je vais dire très gentiment bonjour. Voilà. Parce que c'est grave de ne pas dire bonjour. En France, c'est perçu comme regardant l'autre de haut, ne le respectant pas. Donc, je ne sais pas si je réponds à ton commentaire, Jean-Bruno. C'est toute la définition en fait du bien vivre ensemble et de savoir par rapport à cette histoire du tiret, bien de là découle bien évidemment la définition que vous en donnez l'un et l'autre pour bien vivre ensemble. Donc merci Anda pour ces précisions. Donc on a bien compris que soumission, non pas de soumission, mais on va dire un dress code quelque part culturel, inhérent à chaque société. Et quoi qu'il en soit, la notion de consensus, peut-être d'ouverture à l'autre. Et cette ouverture à l'autre, peut-être, Jean-Louis, tu pourrais peut-être la développer. J'aime bien l'idée du sourire. Ça n'a Mm. pas été facile. Ça n'a pas été facile d'acquérir un sourire. C'est pas facile d'acquérir un sourire. Alors, bien vivre ensemble. Alors, il y a trois mots, c'est pratique. Trois mots, et chacun a des définitions potentiellement différentes. C'est-à-dire bien, ça peut être un bien matériel. Bien, ça peut être une manière de qualifier quelque chose qui est bien ou mal, ou alors tout simplement qui peut être quelque chose de plus vaste dans l'idée. C'est pas forcément moralisateur, c'est plutôt un constat de la manière de faire, de la manière de vivre.
Donc, bien, c'est ça, c'est trois manières de concevoir l'idée du bien. L'idée de vivre, c'est pour savoir où est-ce que je vais mettre le trait d'union, et si jamais je vais en mettre un. L'idée de vivre, eh bien, pour l'idée de vivre, ça peut être une absence de choix, hein. Je vois bien que les vers de terre, par exemple, ils choisissent pas, hein. Mais il y a des gens qui vivent comme des vers de terre, ils choisissent pas. Ou alors, tu peux choisir de vivre. Et là, c'est pas facile de faire ce choix, de prendre cette décision de je vais vivre. Alors, parce que dès lors qu'on se dit je vais vivre, je peux vivre en subissant l'existence, ou alors vivre en choisissant l'existence. Et en choisissant le fait de pouvoir se dire comment je vais vivre. Alors, j'avais bien aimé Mandela quand il avait dit qu'il était moins prisonnier que le gardien de sa prison, parce qu'en fait, lui, il voyait la liberté. Il vivait librement dans sa tête. Tandis qu'il voyait bien que le gardien de sa prison, enfin de la maison dans laquelle il était retenu, eh bien, ce gardien-là était évidemment moins libre que dans sa tête que pouvait l'être Mandela. C'est ce qui lui a permis à lui de vivre en fait un choix dans sa pensée, parce que c'est ce qui fait l'humain, c'est le choix que nous pouvons faire en conscience. Donc vivre, c'est ça, vivre, et puis vous avez bien entendu, je reviendrai sur ce mot-là de liberté. Et ensemble, c'est-à-dire en société. Alors, mais je peux faire le choix de ne pas vivre en société une fois que j'ai eu l'idée de vivre ou l'idée de vivre seul ou l'idée de vivre accompagné, l'idée de vivre avec ou l'idée de vivre sans. Je vis, je vis ensemble avec d'autres personnes. Et cet ensemble-là, c'est un choix de société. C'est un choix de vivre en société. Alors, est-ce que je fais ce choix qui va être de manière de considérer les autres, ou de les apprécier, de les accueillir? C'est une manière de voir comment on va justement bien vivre ensemble. Et je mets rien, je mets des traits d'union partout où j'en mets pas, c'est pas important pour moi. C'est plutôt le fait de pouvoir se dire comment je vais vivre libre. Alors, c'est surtout ça qui m'a intéressé dans cette idée de vivre en société. Vivre en société, est-ce que c'est se limiter, hein, comme la terrible phrase de tout à l'heure de Diderot, que j'aurais bien aimé qu'on oublie, cette terrible phrase qui dit que la soumission à la volonté générale est le lien de toute société. Lui, qui était un chantre de la liberté, eh bien, il est tombé dans le piège de cette pensée qu'en fait, vivre en société, c'est accepter de se soumettre quand même. Alors moi, je vais le dire différemment. Pour moi, quand je me mets avec quelqu'un, quand je vis avec quelqu'un, je ne sacrifie pas ma liberté. Ma liberté s'étend au travers de sa liberté, et je fais ce choix de vivre en librement. Et c'est ma liberté, je la prends. Je la prends autant que je l'apprends. Et donc, c'est pas quelqu'un qui me rend libre, c'est moi qui prends ma liberté, et c'est moi qui m'apprends la liberté, et j'apprends à être libre avec les autres. Donc, c'est parce que je ne peux pas le faire tout seul. Donc, c'est bien vivre ensemble, c'est évidemment être libre, et c'est une liberté augmentée par celle des autres. Ah ben, merci beaucoup pour cette phrase. C'est vrai qu'il y a une chose qui ne s'apprend pas, c'est bien l'ignorance. Et donc, le choix de vivre ensemble et de bien vivre ensemble, c'est un choix de vivre. Et est-ce que tu aurais quelques secrets pour arriver à ce résultat, Jean-Louis? Quelques secrets pour arriver au résultat de combattre l'ignorance. De combattre l'ignorance, de pouvoir apprendre. Moi, j'ai passé ma vie à apprendre. Tu Et parlais je passe. d'apprendre, donc cet apprentissage. C'est vrai que si j'adore cette phrase de Montaigne qui dit qu'enseigner à un enfant, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Et effectivement, cette liberté passe par l'apprentissage. Et donc, quels seraient les secrets, les bottes peut-être, qui permettraient à une personne d'apprendre, au-delà de Alors, l'écriture? il y a tellement de manières d'aborder les sujets.
Bien sûr que la passion, comme le disait si bien Descartes, hein, le chantre de la raison, la passion, nous anime et fait que on va plus facilement apprendre quand on est passionné. Et bien sûr que de trouver des sujets de passion, c'est vraiment les meilleures manières pour pouvoir apprendre. Et bien sûr que si je ne suis pas passionné par quelque chose, je ne vais pas apprendre. Par exemple, si je découvrais dans Shakespeare quelque chose qui pouvait me passionner, sans doute apprendrais-je avec plus d'intérêt l'anglais pour aller chercher quelque chose comme ça. À un moment donné, je m'intéressais au yoga. J'avais appris beaucoup de mots asiatiques. C'était hallucinant. Alors que moi, a priori, je n'étais pas branché sur le fait d'apprendre la moindre langue d'Asie, ni du chinois, ni du japonais. Alors, tu vois, même un peu, on s'intéresse parfois à des sujets, et dès lors qu'on s'intéresse à un sujet, eh bien, plus on se passionne, plus on apprend. Donc, c'est quelque chose. Et il y a quelque chose aussi, une des clés de l'apprentissage, une des clés pour pouvoir faire face à l'ignorance et pour pouvoir accueillir, eh bien, c'est de s'intéresser aux autres. Évidemment, c'est un peu facile de dire ça, parce qu'on est tellement nombriliste, parce qu'on s'intéresse aux autres par rapport à soi-même. C'est arriver à se centrer sur les autres et à découvrir l'altérité. L'altérité non seulement par rapport à l'humanité, mais l'altérité par rapport au monde. Et de découvrir que le monde est monde, indépendamment de soi, et qu'il le restera, et s'intéresser à ça. Ça, c'est déjà faire un pas énorme pour pouvoir dépasser les limites des difficultés du mal vivre ensemble. Parce que le temps nous est compté, Oui, c'est j'arrête déjà là. une heure. Peut-être on aurait chacun un mot de la fin. Pour conclure, dans cette réflexion, c'est transmettre. Je dirais que ce qui est essentiel dans l'existence, c'est vrai, c'est acquérir, apprendre, et le plaisir, c'est quand on a appris que l'on veut transmettre. Mais alors, évidemment, c'est qu'il y en a qui transmettent des choses terribles aux autres, et, et il y en a qui transmettent des choses qui sont sensibles et utiles, agréables, et qui sont très esthétiques. Ça, c'est ce qui m'amuse le plus, c'est prendre la vie avec légèreté, après l'avoir traversée souvent avec chaos, sans être mis d'ailleurs à terre complètement, jamais complètement, parfois bien mis au sol, mais pas suffisamment à terre pour pouvoir m'empêcher d'avoir envie de continuer à transmettre, à apprendre, à accueillir et justement à vivre la vie avec légèreté. Si j'avais quelque chose à dire, vivre ensemble, c'est puiser de la légèreté dans la vie. Merci Jean-Louis, merci beaucoup. Anda, à vous, à toi le mot de la fin. Là encore, il y a l'individu, sa liberté, mais qui se heurte donc aux autres. On peut pas dire la société, mais aux autres en général. Parce que parler de la société, elle a bon dos, la société, mais c'est nous qui la constituons. C'est notre manière de fonctionner qui fait qu'elle existe. Et donc, cette légèreté dont parle Jean-Louis, je sais pas, moi, c'est pas le mot que je mettrais, je vais simplement dire mes passions. Voilà, il faut que j'arrive à continuer à les vivre, en dépit d'un monde donc sur lequel je suis de moins en moins optimiste. Si on veut parler de raison, pour moi, on est dans un monde où on découvre que la raison a reculé depuis, certainement depuis le XVIIIe siècle, mais même depuis la fin des 30, depuis ces 30 glorieuses où le monde occidental développé, on trouvait que tout le monde il était beau, tout le monde il était intelligent, et tout le monde était gentil. En fait, on découvre que non, et que même dans nos sociétés modernes, industrialisées, enfin post-industrialisées, ça recule, la raison recule, parce que c'est fondamental, effectivement. Là-dessus, je rejoins complètement Jean-Louis. On ne peut pas vivre avec l'autre dans la déraison. Il faut être raisonnable. Et pour moi, raisonnable, ça vient d'un mot latin qui est pas très beau, hein, la ration, je crois, ratio. Donc, c'est parent du mot. Oui, moi, je veux pas être rationné, mais ce que je veux, c'est pouvoir agrandir ma ration
qui ne coûte rien. Donc, étendre ma liberté à l'infini, Jean-Louis, je suppose que tu penses à beaucoup mieux. La liberté d'autrui étant la mienne à l'infini. Il y a aussi l'amour. Je pense que quand on a un cœur, on est capable d'aimer, mais à l'infini. Peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de personnes et beaucoup de choses. Donc, il y a cette liberté de l'individu et il y a ce monde, c'est même pas un monde qui va contre ma liberté, c'est un monde qui est pas tellement plaisant. Tout ce que je peux essayer de faire, c'est d'essayer, déjà à mon niveau, oui, d'y être heureux, et puis éventuellement contribuer à le rendre plus heureux, que ce soit avec les relations avec les amis, je parle même pas de l'amour, c'est une évidence, et puis même dans l'enseignement. Je dis toujours à mes étudiants, je ne veux pas vous imposer mes opinions, ça vous ne le saurez pas, sauf si vous voulez vraiment en discuter, c'est dehors. Ce que je veux, c'est simplement activer votre curiosité, votre désir, activer des passions qui vont dans le bon sens, oui, bien sûr, et pas dans un sens destructeur. Avoir la passion de l'anéantissement de l'autre, ça ne me semble pas très viable. Ouais. Donc, je m'en tiendrai là. Merci, être heureux avec les autres et d'abord soi-même, la légèreté dans la vie. Moi, je parlerai aussi d'apprentissage, effectivement, comme mot de la fin, de connaissance, de compréhension, c'est des mots qu'on a entendus beaucoup. Et puis, effectivement, encore une fois, bah, il y a une chose qui ne s'apprend pas, c'est bien l'ignorance. Je vous souhaite une très belle continuité de vie. Merci Jean-Bruno. Donc pour finir, toujours dans le cadre du mot de la fin, bien pour ma part, j'allais vous dire qu'effectivement cette notion d'ignorance est importante. En fait, déjà, c'est de prendre conscience de son ignorance pour pouvoir après accéder à de l'apprentissage. Et d'ailleurs, même l'anarchiste que je citais tout à l'heure, qui était Emma Goldman, vous dit que le plus violent élément en société, et l'ignorance. Donc, à travers donc toute cette journée internationale de la médiation professionnelle, eh bien, on a vu autour de ce sujet, l'individu et la société, qu'en définitive, eh bien, tout part en fait de soi. C'est plus l'individu qui est mis en évidence que la société. La société, comme l'a dit Anda, n'est qu'une conséquence, n'est qu'un choix, on va dire, qui a été donc normalement fait par un individu, plusieurs individus qui ont décidé d'être en société à travers un certain nombre donc de points communs, de valeurs, de choses qu'ils ont ensemble. Donc tout part en fait de soi-même euh, pour évoluer effectivement mieux en société et donc bien vivre en société. J'ai une citation de Tolstoï qui me vient dans la tête qui dit: Vous voulez être heureux? Soyez-le. Et ben voilà. Donc voilà. Donc merci à tous nos auditeurs donc euh, d'être avec nous en fait dans le cadre de cette journée internationale de la médiation. Merci à nos invités, merci Anda, merci Jean-Louis de nous avoir fait part de leur point de vue, de leur expérience aussi toute particulière et merci à Jean Bruno et donc j'allais vous dire à l'année prochaine. Merci.